did it happen to me? I don't really know. I do not have the answers for that. Like places like Amityville. That if you gave me $1 billion, I wouldn't go in the house again because it messed up my life and my husband's life. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui complète la série de documentaires, entre guillemets, sur tout ce qui est cas de possession et cas paranormaux. Vous avez déjà peut-être compris le sujet de la vidéo de par la petite introduction qui a été réalisée. Nous allons aujourd'hui parler du cas d'Amityville. Un cas que je voulais traiter depuis un moment mais que je n'osais pas forcément faire. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de vidéos YouTube sur le sujet, mais je me suis dit pourquoi ne pas le faire à ma manière. En plus de ça, c'est une vidéo qui est longue à préparer. J'ai voulu faire pas mal de recherches pour pas uniquement parler de la chose d'un point de vue paranormal, mais également apporter des choses dans la balance pour mettre en avant aussi le fait que c'est une affaire qui est extrêmement controversée. C'est une affaire qui a plusieurs côtés. Un côté tragique, un côté mystérieux et un côté paranormal, notamment mis en avant avec l'intervention de Ed et Lorraine Warren, les célèbres démonologues. Je sais déjà qu'à l'écoute de leur nom, certains sont très sceptiques. Vous inquiétez pas, on en parlera. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse également me rejoindre sur Instagram si vous souhaitez me partager votre histoire ou juste suivre mon actualité, participer à l'activité de la chaîne sur les réseaux. Et si maintenant vous êtes prêts, laissez-moi vous raconter le début et dirigeons-nous ensemble vers le commencement de cette affaire. Amityville est une localité de banlieue de la ville de Babylone, aux États-Unis. Elle est située sur l'île de Long Island, dans l'État de New York, et est composée aujourd'hui d'une dizaine de milliers d'habitants. Ce n'est pas un endroit qui est très connu, très réputé par une activité commerciale quelconque, ou parce qu'il y a quelque chose de touristique, maintenant il y en a un. Mais la grande réputation d'Amityville vient de l'horreur qui s'est produite dans une des maisons qui se situe là-bas. Une maison qui en 1974 a été le lieu d'un massacre, d'une réelle tragédie, qui a fait les grands titres, qui a évoqué l'effroi, une histoire tragique qui a été adaptée en livre et en film. La maison renfermant tout ce mystère a été bâtie a priori en 1890. Cette fameuse maison faisait partie à la base d'une parcelle de terrain plus grande, parcelle qui était réservée à une activité agricole et qui appartenait à une famille, la famille Ireland. À un moment donné, la parcelle a été divisée. Le terrain où se trouvait la maison, lui, a été vendu à John et Catherine Moynihan, et la maison, elle, a été déplacée ailleurs, là où elle se situe aujourd'hui. Catherine et John Moynihan ont vécu dans cette maison, mais ils ne prévoyaient pas d'y vivre éternellement. En fait, ils ont vécu là-bas en attendant que leur nouvelle maison soit construite. C'était en quelque sorte une maison de remplacement. Et cette maison était très atypique. Elle a été construite de côté, à l'inverse de toutes les maisons qui étaient dans le quartier, qui elles avaient la porte d'entrée face à la rue. Et pourquoi elle a été construite de côté? C'est parce que le terrain sur lequel elle se trouvait était petit et délimité d'une certaine manière. Ce qui faisait que pour avoir une maison ici, il fallait uniquement la construire de côté, impossible de la construire autrement. Et c'est ça qui rend justement la maison très originale, une maison qui se dénote dans la rue où elle se trouve. On a cette impression de visage avec ces fenêtres qui sont comme des yeux qui nous observent à l'extérieur. John Moynihan est décédé en 1939 suite à une maladie. Sa femme lui a survécu. Elle est restée dans la maison et quand elle est décédée, c'est leur fille Aileen qui a hérité de la maison. C'est au bout de 9 mois qu'elle a vendu la maison à la famille Riley, une famille qui est restée sur place entre les murs pendant 5 ans et qui sont par la suite partis après avoir vendu la bâtisse. Eux, ils ne sont pas partis parce qu'ils ont vu des choses paranormales ou ils ont vécu des choses tragiques, pas du tout. Ils ont simplement quitté les lieux à la suite d'un divorce. La vente a été réalisée auprès d'une nouvelle famille qui, elle, a obtenu une réputation bien tragique. Cette famille, c'est la famille DeFeo. Les DeFeo ont donc emménagé en 1965. Ils ont quitté leur appartement de Brooklyn qui devenait trop petit suite à l'agrandissement de la famille. Toute la famille s'installe sur place. Ronald Senior, le père, Louise, la mère, Ronald Jr. âgé de 23 ans, Dawn âgé de 18 ans, Allison âgé de 13 ans, Mark lui âgé de 12 ans et John, le plus jeune, âgé
de 9 ans. Ronald DeFeo, lui, gérait une concession automobile à Brooklyn et Louise, elle, était mère au foyer. Ronald Jr., le plus vieux des fils, travaillait avec son père, il était mécanicien. Et c'était quelqu'un qui n'avait, entre guillemets, pas grande ambition. Il avait toujours été un élève un peu médiocre, il a arrêté ses études à l'âge de 16 ans et il espérait reprendre la concession de son père quand lui partirait à la retraite. Ce Ronald Jr. a toujours été catégorisé comme quelqu'un qui pouvait vite partir dans les tours. S'il buvait un peu trop, il pouvait se battre avec quelqu'un facilement, mais selon ses amis, le lendemain il allait revenir pour s'excuser. Donc il avait parfois des excès de violence. D'ailleurs, il semblerait que Ronald Sr., le père, était pas violent physiquement, mais parfois assez violent dans ses paroles, il pouvait s'énerver et il avait souvent la même cible, Ronald Jr. Donc, le plus vieux des fils n'avait pas une vie des plus faciles. Il s'est donc tourné vers des choses qui pourraient l'aider selon lui à rendre cette vie un peu plus vivable. Il s'est donc tourné non pas vers la boisson mais vers les substances. Il s'est mis à consommer énormément de drogue. Et si vous ne le savez pas, c'est le genre de choses qui à la longue coûtent beaucoup d'argent. Il dépensait donc tout l'argent qu'il gagnait et il volait même sa propre famille pour pouvoir payer ses substances et assouvir ses besoins. Vous n'êtes pas sans savoir que la consommation de substances, ça n'aide en rien quand on ne va pas très bien, ou même quand on a des maladies mentales, ce qui était peut-être le cas pour Ronald Jr. Et c'est pour cela qu'assistant un soir à une querelle entre son père et sa mère, qu'il a braqué un revolver sur son père. Et heureusement, il n'y a pas eu d'accident ici, parce que l'arme s'est enrayée. La vie des DeFeo a été plutôt normale, jusqu'à une fameuse journée, celle du 13 novembre 1974. Nous sommes tard, dans la nuit, il est 3h14 du matin. Ronald Jr. venait de finir de regarder un film et il s'est levé du canapé. Il s'est emparé d'une carabine et il est monté à l'étage pour abattre froidement chacun des membres de sa famille. Ses parents d'abord, puis ses frères et sœurs. Ce qui est très étrange, c'est que aucun des voisins n'a été alerté par le bruit de coups de feu. On fait un bond dans le temps, jusqu'à la fin de l'après-midi du jour qui a suivi, où là, Ronald Jr. s'est précipité dans un bar, totalement affolé, disant que quelqu'un avait abattu sa famille. Il est ensuite rentré chez lui, escorté de 6 hommes, pour constater de la tragédie qui s'est passée. Une fois arrivé sur place, Ronald Jr. s'est précipité à l'intérieur du domicile. Les hommes qui l'escortaient ont voulu le mettre en garde, car pour eux, Ronald n'avait rien à voir dans tout cela. Donc ces hommes pensaient que, peut-être, l'homme qui avait commis ce massacre était toujours là. Tout le monde se rua donc dans la maison et constatèrent, ensemble avec effroi, le massacre qui avait été réalisé. C'est avant 19h que un des hommes qui a participé à la découverte a appelé la police, expliquant toute la situation aux forces de l'ordre, qu'un homme était venu affolé dans un bar pour dire que sa famille avait été assassinée, que tout le monde l'avait suivi et qu'ils ont fait une macabre découverte. Et donc 10 minutes après le coup de téléphone, la police était présente sur place. Il y a eu une enquête qui a été réalisée et d'abord on pensait que la tragédie des DeFeo avait été réalisée par un tueur à gages, tueur nommé Tony Mazzeo, un homme qui aurait tué la famille pour des histoires d'activités illégales. Effectivement, il semblerait que l'oncle de Ronald Jr., donc il me semble le frère du père de Ronald Jr., avait des liens assez étranges vis-à-vis d'activités illicites. Et donc, le massacre qui a eu lieu serait juste une histoire de vengeance par rapport à tout cela. Donc, pensant que Ronald Jr., celui qui a réellement commis le crime, est peut-être en danger, il est emmené au poste de police pour juste pouvoir assurer sa protection. Sauf que, c'est en écoutant Ronald Jr. que les policiers se sont rendus compte que ce qu'il racontait était truffé d'incohérences. Il changeait plusieurs fois de version, des détails ne collaient pas. Par exemple, il disait que n'arrivant pas à trouver le sommeil, lui il a quitté la maison et il allait directement sur son lieu de travail, là où il a passé la journée. Le fameux tueur à gages, le Tony Mazzeo, avait un alibi en béton, il n'était pas du tout dans le coin au moment de la tragédie, et c'est finalement au bout de plusieurs heures d'interrogatoire que là, Ronald Jr. a finalement tout avoué. Il a raconté aux enquêteurs qu'après avoir fini son film, il a éteint la télévision, il s'est emparé de la carabine et il est monté à l'étage. Il s'est retrouvé devant le lit de ses parents et il a commencé à tirer. Il explique qu'après avoir tiré une première fois, il n'a pas réussi
à s'arrêter de le faire. Après avoir commis l'irréparable, Ronald a ramassé les douilles, il a pris un bain, il s'est habillé et il est parti. Il est parti pour prendre soin de se débarrasser de toutes les preuves qui auraient pu l'incriminer, c'est-à-dire la carabine, les douilles, les vêtements tachés de sang. Et après, une fois qu'il avait masqué toutes les preuves, il allait travailler comme si la journée à suivre allait être une journée ordinaire. La police n'a donc pas devant elle juste un suspect, elle a trouvé carrément le coupable du crime sur lequel elle enquêtait, donc naturellement un procès a suivi. L'avocat de Ronald Jr., William Weber, a plaidé pour la folie. Ronald Jr. disait entendre des voix, lui parler, et qu'en fait c'est le diable qui l'a poussé à commettre l'acte ignoble qu'il a réalisé. Ses voix lui disaient « attrape-les, tue-les tous ». Il y a également un psychiatre qui a analysé le cas, qui a dit que l'aliénation mentale était tout à fait possible, mais que malgré la prise de substances, parce que Ronald Jr. en prenait énormément, il était tout à fait conscient de ses actes au moment de la tragédie. Finalement, la peine est tombée. Le juge a condamné Ronald Jr. à 6 peines d'emprisonnement consécutives de 25 ans. L'histoire de possession ou des voix dans la tête de Ronald Jr. n'a pas été prise en compte. Pour les psychiatres, c'est simple, il n'y a eu qu'une folie meurtrière qui a traversé l'esprit de Ronald Jr. Ce procès où on plaide justement le fait qu'on est possédé, ça me rappelle énormément quelque chose qui s'est passé après le procès d'Arne Johnson où lui disait que c'était le diable qui l'avait poussé à tuer. Je trouve que les similitudes à ce niveau-là sont assez perturbantes. Quoi qu'il en soit, la maison d'Amityville, elle, a été remise en vente à un prix très attractif, mais vous vous en doutez probablement, une maison où il y a eu plusieurs assassinats n'est pas quelque chose de très vendeur. Donc pendant plusieurs mois, elle est restée vacante, jusqu'au moment où une famille s'est présentée sur les lieux. Bon, jusqu'à présent, je vous ai présenté les faits. La tragédie qui a touché la famille de Feo est bien réelle, l'histoire de la maison aussi. Maintenant, je vais vous présenter le cœur de l'histoire paranormale. Ma source principale concernant ce passage est le site internet Mind Shadow, que je vous mets avec toutes les sources en description, parce que je trouve qu'elle est bien détaillée, assez romancée. J'ajouterai quelques informations ici et là, et on en débriefera dans une autre partie de la vidéo. Je vous demande juste de prendre cette partie de l'histoire telle qu'elle est racontée. On va revenir, je vous le promets, sur les nuances plus tard, parce qu'il y a énormément de choses à dire. George Lutz et Kathleen se sont mariés en juillet de l'année 1975 et il se trouve qu'ils étaient à la recherche d'un logement pour accueillir leur famille. Kathleen avait déjà eu des enfants lors de précédentes unions et donc il était temps pour eux d'avoir une maison pour accueillir toute cette famille rassemblée. Ils avaient visité énormément de maisons, ceux qui ont déjà recherché des maisons, des appartements se reconnaîtront probablement, mais c'était sans succès. Et à un moment donné, au cours des différentes visites, ils se sont retrouvés devant la fameuse maison d'Amityville. L'agent immobilier leur a dit « Je sais que ce n'est pas très vendeur, mais c'est ici qu'a eu lieu la tragédie des 2 Feo ». Argument qui pourrait en soi faire rebrousser chemin à n'importe quelle famille qui, de base, envisageait peut-être de s'installer dans la maison. Sauf que George et Kathleen Lutz ne voyaient absolument pas de quoi l'agent immobilier parlait. Ils n'avaient eu en aucun cas connaissance de la tragédie des 2 Feo. Ils ont donc demandé quelle était cette fameuse tragédie et donc l'agent immobilier a raconté l'histoire que je vous ai partagée un peu plus tôt. George et Kathleen étaient assez hésitants, ils avaient devant eux une belle maison, assez grande, à un prix très abordable, donc ils se sont dit est-ce que on la prend ou pas malgré ce qui s'est passé? La réponse a été oui. Oui, car la famille était persuadée qu'ils pourraient vivre avec l'histoire de la maison. Ils n'étaient en aucun cas croyants vis-à-vis du paranormal ou quoi que ce soit, donc ils ne se sont pas dit il y aurait une mauvaise énergie ou quoi que ce soit, non. Ils se disent on va remplacer les horreurs qu'il y a eu dans la maison par nos bons souvenirs. Donc c'est le 18 décembre 1975 que là, la famille Lutz s'installe dans la demeure. La maison pour eux était parfaite, grande, sur plusieurs étages, avec un hangar à bateau, une rivière juste derrière, vraiment une maison qu'on pourrait penser, si on oublie la tragédie qu'il y a eu entre les murs, idéale. Et pourtant, ils n'ont pas fait long feu dans la maison, c'est pour dire, ils y sont restés
moins d'1 mois. Un des amis de George Lutz a appris qu'il avait acheté la maison des deux féaux. Donc il a insisté auprès de son ami pour sa protection afin qu'il fasse bénir sa maison. George et Kathleen Lutz étaient croyants mais pas pratiquants, donc ils ne comprenaient pas l'intérêt de faire ce genre de choses. L'ami de George lui a donc expliqué le but de cette démarche, c'est-à-dire chasser les mauvaises énergies, et donc George a fait appel à un prêtre, le père Pecoraro. George et Kathleen étaient encore en train de déballer leurs différentes affaires quand le père s'est présenté chez eux. Il a été accueilli par la famille, il a commencé à bénir chacune des pièces, et en se retrouvant dans une pièce bien particulière, la chambre où certains des enfants de Féo ont été assassinés, là, le père aurait entendu une voix qui lui demandait de s'en aller, séance tenante. Le père a quand même béni la pièce, mais au moment de partir, il a demandé à parler à George Lutz. Il lui a dit qu'il y avait quelque chose de très mauvais dans la pièce, justement, où il a entendu les fameuses voix. Il a donc demandé ce que la famille comptait faire de cette pièce. George a répondu que ça n'allait pas être une chambre, comme ça l'était par le passé, mais que ça allait être plutôt un endroit dédié à Kathleen, là où elle pourrait installer un bureau afin qu'elle puisse réaliser en quelque sorte un atelier de couture. Le père a dit que c'était ok, mais qu'il ne fallait absolument pas que quelqu'un dorme dans cet endroit. Le père est ensuite parti et étonnamment, à la suite de sa visite, il a été pris de fortes fièvres. Il a comme des cloques qui lui sont apparues sur les mains ressemblant à des stigmates. Quelques jours plus tard, le 24 décembre 1975, un peu inquiet parce qu'il associe ce qui lui est arrivé à sa visite de la maison, le père Pecoraro a appelé George Lutz. Il lui a demandé d'éviter à tout prix, non pas juste de dormir dans la pièce où les voix ont été entendues, mais simplement d'y rester. Il ne faut sous aucun prétexte rester dans cet endroit. Sceller la pièce si on le peut. Sauf que la conversation téléphonique a été interrompue brutalement sans qu'il y ait vraiment de raison apparente. Et c'est à partir de cet appel que là, des événements étranges ont commencé à se produire dans la demeure. Parfois, la maison était remplie d'une odeur, une odeur écœurante, nauséabonde, des odeurs d'excréments. Certains endroits de la maison devenaient brutalement glaciales, sans raison. Sans qu'une fenêtre ne soit ouverte, sans courant d'air, il y avait des bruits sourds qui résonnaient à certains endroits. Un nombre important de mouches se regroupaient dans certaines pièces sans qu'il y ait de raison, alors qu'avec l'hiver, normalement, elles ne devraient pas agir comme ça. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les possessions démoniaques, vous avez peut-être une cloche qui s'est déclenchée dans votre esprit. Cette étape-là est ce qu'on appelle l'étape de l'infestation, dans le cas d'une possession démoniaque. Pour tous ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous fais un rapide rappel, je vous invite à voir la vidéo sur les possessions parce que vous aurez beaucoup plus d'informations. Mais les possessions se passent en 3 étapes. L'infestation, l'oppression et la possession. L'infestation, ça va être la phase où on va entendre des bruits qu'on n'explique pas, on va ressentir un froid venant de nulle part, on va assister à des choses pas dangereuses, mais intrigantes. Des choses qui nous font nous questionner. On est pour le moment, dans le cas des Lutz et de la maison d'Amityville, dans cette situation. La maison semblait aussi avoir un impact direct sur la personnalité des membres de la famille Lutz. Tout le monde s'entendait normalement très bien, ils étaient vraiment très fusionnels, tous, mais depuis que la famille avait emménagé dans la maison, il y avait de plus en plus de querelles. George, qui était normalement très affectueux envers sa famille, s'isolait de plus en plus, et il semblait comme obsédé par la cheminée. Melissa Lutz, une des filles, elle a dit qu'elle avait vu un ange se manifester dans sa chambre. Un ange qui aurait pour nom Jody. Sauf que la description physique qu'elle en fait ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut imaginer d'un ange, c'est-à-dire quelqu'un avec des grandes ailes, etc. Pas du tout. Là, elle décrit cette Jody comme un cochon avec des yeux rouges. Et ce cochon peut changer de forme à volonté, prendre l'apparence d'un autre animal ou d'une personne. Un jour, Kathleen Lutz a fermé la fenêtre d'une pièce et Melissa a dit que Jody était dans la pièce et la regardait. Kathleen a regardé en direction de là où se trouvait apparemment la fameuse Jody et elle a vu ces fameux yeux rouges perçants. Il y a eu une autre occasion où là, George aussi a aperçu cette fameuse Jody. Kathleen était là également et ils ont vu des yeux rouges regarder à l'intérieur de la chambre de leur fille Melissa au travers de la fenêtre. Et il s'est passé d'autres événements. Les portes, les fenêtres et les serrures ont été endommagées, sans qu'il n'y ait intervention humaine. Des traces noires, comme de la saleté, étaient apparues sur de la porcelaine, et on avait beau essayer de nettoyer ces fameuses porcelaines, les taches ne disparaissaient pas, comme si c'était vraiment incrusté. Un lion en céramique qui était très grand et très lourd se déplaçait sans que personne n'y touche, impossible que ce soit les enfants, et ce n'étaient pas les parents non plus. Le crucifix que Kathleen avait installé dans le salon se retournait continuellement, et un crucifix à l'envers, vous savez que ça signifie quelque chose de très mauvais.
et à chaque fois qu'elle le remettait en place, il y avait une odeur qui envahissait ses narines, une odeur nauséabonde, quelque chose de putride. Un matin, des empreintes de sabots ont été aperçues dans de la neige, et ces empreintes faisaient le tour de la maison. Et quand la famille a suivi les traces pour voir où cet animal se dirigeait, ces traces menaient jusqu'au garage et la porte de cet endroit avait été arrachée. C'était une porte qui était très lourde, donc il fallait que ce soit quelque chose de très fort. Un humain lambda n'aurait pas pu arracher la porte du garage comme ça à main nue. Donc la famille ne savait pas ce que c'était. Est-ce que c'était un animal ou autre chose? Kathleen, elle, était régulièrement la victime de violents cauchemars. Et ces cauchemars concernaient souvent le même sujet, la tragédie qui est arrivée à la famille de Féo. Mais ce n'est pas tout. Un matin, en se réveillant, elle s'est regardée dans le miroir, comme tout le monde pourrait le faire, mais à la place de son visage, elle a vu tout autre chose. Elle a vu le visage d'une vieille sorcière. Et ce n'était pas quelque chose pendant un instant fugace. C'est une sorte d'illusion qui a mis quelques heures à se dissiper. Sa famille, elle, quand elle regardait dans le miroir, disait bien qu'il voyait Kathleen, mais elle, à chaque fois, pendant un moment, elle voyait à la place de son visage celui de la vieille sorcière qu'elle avait aperçue le matin. Elle fut également touchée à plusieurs reprises par une entité qu'elle catégorise comme invisible. D'abord légèrement, puis de plus en plus agressivement. Cette entité a maintenu Kathleen en lévitation, la soulevant de son lit avant de la relâcher. Cette altercation lui a d'ailleurs laissé des marques rouges sur le torse. Là, nous sommes dans une nouvelle étape des cas de possession démoniaque, nous sommes dans la phase de l'oppression. C'est-à-dire la phase où les événements sont les plus violents, où l'entité interagit directement avec nous. On le voit clairement avec l'événement qu'a subi physiquement Kathleen. Là, il n'y a plus d'éléments qui font qu'on cherche à attirer l'attention. Là, il y a agression directe. Toutes les nuits, George lui se réveillait aux alentours de 3h15. Et à chaque fois, il se rendait au même endroit, au hangar à bateau. Il ne sait pas pourquoi il se lève à cette heure-ci, mais ce qu'il a appris plus tard, c'est que 3h15, et ça vous en conviendrez, c'est proche de 3h14, à 1 minute près. Et est-ce que cette heure ne vous rappelle pas quelque chose? C'est l'heure où le massacre des deux Féo a eu lieu. George l'ignorait, mais il l'a appris à un moment donné, donc il a fait le lien. Il a également assisté à d'autres choses. Il entendait des bruits venir du rez-de-chaussée, la porte d'entrée qui claquait violemment comme si quelqu'un rentrait énervé à la maison, des bruits de pas, le grésillement d'un poste de radio. Mais à chaque fois qu'il venait au rez-de-chaussée pour enquêter, il n'y avait rien. Personne n'avait ouvert la porte d'entrée, personne n'utilisait la radio. Le silence revenait s'installer comme si de rien n'était. George affirme qu'un jour, il a vu sa propre femme, Kathleen, se métamorphoser, se changer en vieille femme d'à peu près 90 ans. Son visage était devenu hideux. Elle avait une chevelure complètement blanche. Elle avait des dents jaunes, des dents qui manquaient et elle avait beaucoup de salive qui coulait de sa bouche. Kathleen est ensuite redevenue complètement normale et plus tard, George a fait une découverte. Il a découvert une pièce qui ne figurait pas sur les plans de la maison. Une pièce dont les murs étaient complètement peints en rouge. My name is Patty Camarado. I was friends with Allison DeFeo, girl who was murdered with the rest of her family here in 1974. This I'm going to show you is the mysterious red room that's so noted for in the book. This door, which they say was never here, was here, is here, always will be here, I suppose. This is the red room. Nothing more than a storage area where Allison and her brothers and I used to keep toys. Just red, you know? There's never any feeling of spirit presence or ghosts or any sort of thing like that. It's just a play area. Used to keep toys. Nothing more than that. De la serrure de la porte qui menait à cette pièce, il y avait comme une boue verte qui sortait. Et quand le chien de la famille a vu l'ouverture de la pièce, il a refusé d'y aller. Alors que généralement, un chien peut être assez curieux. Il s'est plutôt mis dans un coin de la pièce. Il n'est pas rentré dans la fameuse salle rouge et il s'est recroquevillé comme s'il pressentait un danger ou alors quelque chose de sinistre. Voulant se convaincre que tout cela n'était pas de la pure folie, George et Kathleen Lutz ont invité des amis à différentes occasions en espérant qu'ils puissent eux aussi assister à des phénomènes paranormaux et confirmer qu'il se passe bien quelque chose dans la maison d'Amityville. Et ce fut le cas. Donc là, tous comprennent que quelque chose ne va pas dans la maison. Et la suggestion qui revient en premier, c'est de bénir à nouveau la maison. C'est ce qui a été fait le 8 janvier 1976. Pas en la présence d'un prêtre,
C'était George et Kathleen qui s'en chargeaient, et alors qu'ils étaient en train de réciter une prière, ils ont entendu une voix leur demandant d'arrêter ce qu'ils étaient en train de faire. Le temps a un peu passé, mais les événements, eux, ne se sont pas arrêtés. C'est à la moitié du mois de janvier, toujours en 1976, que la famille a retenté une bénédiction, sachant que celle qu'ils avaient réalisée par le passé n'avait pas fonctionné. Mais encore une fois, ça a été un échec. La famille a donc décidé de passer ses dernières nuits dans la maison. Ils n'ont pas dit ce qu'il s'était passé. Ils ont passé une nuit terrifiante dont ils ne veulent pas parler pour ressasser ces mauvais souvenirs. Mais de ce qu'on sait, de ce que George a dit, il était allongé dans son lit, tout le monde dormait et sa femme Kathleen s'est levée et a comme glissé loin de lui. Il a ensuite senti quelque chose rentrer dans le lit. George ne pouvait pas bouger et il entendait, au-delà de sa chambre, les cris de ses enfants qui eux-mêmes étaient victimes d'événements paranormaux. Ils étaient traînés hors de leur lit, violemment, par les jambes ou les cheveux. George entendait des pigeons dans les ventilations jusqu'au lendemain matin, et quand il a pu reprendre contrôle de son corps, il est allé voir dans les ventilations et il n'y avait aucun pigeon. Les enfants étaient terrifiés, Kathleen n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé pendant la nuit. Donc la famille a revu le prêtre qui était initialement venu bénir la maison, le père Pecoraro, et le père les a bénis pour les protéger. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense que au vu des différents événements présentés ici, on a franchi le cap de l'oppression et qu'on est rentré dans le cap de la possession. Et la victime de cette possession, à mon sens, et peut-être que je me trompe, c'est Kathleen. Au vu de son comportement, le fait qu'elle change de physique, je pense que c'est elle qui était la cible de l'entité ou des entités et qu'elle s'est faite finalement posséder. Je rebrise encore une idée reçue, la possession n'est pas forcément juste, comme dans le cas de Ernie Johnson, un cas où le possédé va tuer toute sa famille. Non, l'entité peut juste posséder quelqu'un pour assouvir une envie et arrêter. Et l'envie, ça peut être tout et n'importe quoi. Bref, la famille décide donc de ne pas retourner dans la maison. Ils s'en vont et vont donc emménager chez la mère de Kathleen. La famille décide d'abandonner la maison, de partir, et ayant trop peur d'y retourner, ils font appel à une entreprise de déménagement pour récupérer leurs affaires. Et les déménageurs, eux, n'ont assisté à absolument rien. Ils n'ont rien vu, pas d'odeur bizarre, rien du tout. George et Kathleen ont expliqué cela en disant que les phénomènes paranormaux n'étaient pas restés dans la maison quand ils sont partis, ils les ont suivis jusqu'à leur nouvelle adresse. Cette affaire a fait beaucoup de bruit. La presse s'est intéressée aux événements. Évidemment, c'est quelque chose qui intrigue. Pourquoi des événements étranges se produisent dans une maison où il y a eu un massacre? Ça amène certaines questions. George et Kathleen Lutz ont contacté des parapsychologues pour enquêter sur cette histoire mystérieuse. Mais finalement, ça n'a rien donné parce que George Lutz a eu une altercation avec l'un des parapsychologues et il a interdit cet homme de revenir sur la maison qui leur appartient toujours, ils ne l'ont pas vendue encore. Donc n'ayant pu obtenir aucun résultat vis-à-vis de cette enquête des parapsychologues, ils font appel aux célèbres démonologues Ed et Lorraine Warren. Les Warren acceptent l'affaire et ils entament donc leur enquête sur la maison d'Amityville. Avant d'aller directement sur place, les Warren ont rencontré la famille Lutz. Et ce qui les a directement intrigués, c'est que la famille était effrayée déjà juste par le fait de parler de ce qu'il s'était passé. Bien qu'ils n'y étaient plus, ils étaient encore apeurés des événements qu'ils avaient vécus. Ed et Lorraine sont ensuite allés dans la maison, pas seuls, accompagnés d'un présentateur de télévision, d'un professeur d'université et également accompagnés du président d'une société de recherche psychique dont ils font partie. Lorraine Warren avait peur, avant même de rentrer dans la maison. Elle avait contacté plusieurs prêtres avant de se rendre dans cette maison très particulière pour l'accompagner spirituellement et la protéger. Elle avait également avec elle des reliques ayant appartenu à Padre Pio, un homme qui aurait réalisé certains miracles. J'ai déjà parlé de lui sur la chaîne. C'était un prêtre italien qui aurait réalisé certains miracles. Déjà, il avait des stigmates sur les mains qui ressemblaient énormément aux traces de clous qu'avait Jésus-Christ quand il a été crucifixié. Un des miracles qu'il a réalisé par exemple, c'est qu'il aurait donné des châtaignes à une de ses tantes, il me semble. Et cette tante a eu un accident. La tante, chez elle, a été victime d'une petite explosion qui lui a brûlé le visage. Elle a pris les châtaignes que Padre Pio lui avait données, elle les a appliquées sur le visage, ça lui a enlevé la douleur et elle n'avait plus aucune trace de brûlure. C'est un des miracles qu'il aurait réalisé, il y en a plusieurs d'autres. La vidéo n'est pas sur Padre Pio donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais vous voyez un petit peu pourquoi Lorraine Warren a des reliques qui lui ont appartenu, sachant que Lorraine Warren était quelqu'un de croyante. Mais
retenez bien Padre Pio parce que il y a un détail intéressant et assez surprenant je trouve, le concernant dans cette histoire. Les Warren visitent donc la maison et cette visite est considérée comme une visite effroyable. Lorraine Warren, qui était une personne clairvoyante, était tout le temps assaillie de visions et de messages violents. Elle sentait comme des vents forts la traverser. C'est difficile à expliquer, mais en gros c'est comme si quelqu'un nous rentrait dedans, mais qu'il n'y avait pas les effets de la chute, parce que l'impact est violent. En fait, elle sentait quelqu'un qui lui rentrait dedans, mais on va dire que la sensation s'arrêtait net. Et l'endroit où Lorraine s'est sentie le plus mal à l'aise, c'était la chambre de Melissa, là où on voyait régulièrement ce fameux cochon aux yeux rouges. Lorraine s'est assise sur le matelas, elle a fermé les yeux, elle a essayé de rentrer en contact avec des entités. Et elle dit qu'elle a été prise d'une horreur absolue. Horreur qui l'a traumatisée et qui font pour elle de cette affaire la pire affaire qu'elle a traitée avec son mari. Et son mari est d'accord avec elle parce que lui aussi n'est pas sans reste. Ed Warren, lui, n'était pas quelqu'un de clairvoyant, donc il ne pouvait pas rentrer en contact directement avec les esprits, comme pouvait le faire sa femme. Lui, il est allé dans la cave, parce que, truc très cliché, la cave, selon ce qu'il dit, est un endroit souvent prisé par les mauvais esprits. Et bien qu'il n'ait aucune compétence de clairvoyance, il dit qu'il a vu des choses, des ombres, des petits effets de lumière, mais que les ombres l'ont attaqué. Ils ont essayé de le mettre à terre, et alors qu'il restait des prières pour essayer de faire partir ses esprits, il s'est senti comme lévité. C'est là que Ed Warren a compris que cette maison était la maison du mal, ou comme d'autres l'appellent, la maison du diable. Ed et Lorraine Warren ont compris qu'il y avait des choses qui se passaient dans la maison, mais ils ne pensaient pas que c'était bien plus grave que ce qu'ils n'imaginaient. Lorraine a dit qu'au 3e étage de la maison, elle a rencontré Ronald DeFeo, celui qui a été assassiné dans la maison, et son esprit était là, coincé, et Lorraine ne pouvait rien faire pour l'aider. Tous ceux qui ont visité la maison avec Ed et Lorraine Warren ont vécu des choses à leur manière, des choses terrifiantes qui les ont marqués. Il y avait également une femme avec les Warren, Marie Pascarella, qui était une collègue des Warren qui travaillait dans la même société de recherche psychique, une femme qui avait un fort tempérament, et après la visite de la maison tellement marquée, elle a démissionné de son poste et elle a carrément changé d'état, tellement traumatisée de ce qu'elle avait vécu et ne voulant plus avoir aucun lien avec ce genre d'événement. Les Warren ont quitté les lieux vers 1 h du matin, ils sont rentrés chez eux et les événements les ont aussi suivis à leur domicile. Ed Warren a raconté par exemple qu'il était chez lui, à son bureau, qui se trouvait à côté de son fameux musée de l'occulte, et il a entendu un bruit, comme si quelqu'un marchait à côté de lui. Sauf que c'était un bruit qu'il n'était pas censé entendre, pour la simple et bonne raison qu'il y avait un tapis. Donc ça ne devait pas être un bruit de pas comme sur du bois, sur du parquet, mais ça devait être plutôt un bruit étouffé, sauf que là c'était un bruit qui était clair, très distinct. Au début, il a pensé que c'était sa femme et qui lui apportait un café, sauf qu'il s'est rappelé que sa femme, à partir de 21 h, ne s'aventurait jamais à côté du musée de l'occulte, parce que, selon ce qu'il a expliqué pendant une interview, entre 21 h et les premières lueurs du matin, c'est là que les activités, pas démoniaques mais spirituelles, les esprits, sont les plus forts parce que la pénombre les aide grandement. Il ne sait pas ce que c'était, mais sachant que ça s'est produit juste après sa visite de la maison d'Amityville, il pense que ça a un lien. Le 6 mars 1976, une nouvelle visite a été organisée par les Warren, visite qui a été filmée. Et à chaque fois que Lorraine essayait d'entrer en contact avec des esprits, des membres de l'équipe étaient victimes de malaise. Les journalistes en sont sortis avec des conclusions plutôt mitigées. Rien ne permettait, selon eux, de prouver qu'il y avait bien des choses paranormales. De prouver, si on prend le truc de manière plus générale, de prouver l'existence du paranormal ici. Il y a plusieurs photos qui sont ressorties des visites. Cette fameuse photo-là, où on voit un petit garçon qui est identifié comme étant un esprit, celui du petit John DeFeo, petit garçon qui a été assassiné par son frère Ronald DeFeo Jr. pendant la tragédie des DeFeo que je racontais en début de vidéo. Il y a d'autres photos, notamment celle-ci, où on voit Lorraine Warren avec entre ses mains une des reliques qui a appartenu à Padre Pio. Et dans un premier temps, rien n'a été aperçu, mais c'est en étudiant cette photo que là, deux choses en ressortent. Première chose, si on regarde à cet endroit, on peut avoir l'impression de voir le visage de Padre Pio qui serait là un peu comme un esprit de protection vis-à-vis de Lorraine Warren. On verrait également sur la même photo un autre visage connu, celui de Ronald DeFeo. Les Warren ont fait ces visites, il ne s'est rien vraiment passé en soi après,
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gros exorcismes, personne vivait dans la maison. Donc la maison a simplement été remise en vente pendant à peu près 14 mois, un peu plus d'1 an. La maison, de par la notoriété qu'elle avait gagnée, a été le sujet de nombreux débats, que ce soit des Warren pendant des interviews, que ce soit même des curieux qui viennent s'aventurer pour voir cette maison de l'horreur de leurs propres yeux. Et au bout d'1 an, la médiatisation de cette affaire, forcément il n'y avait plus grand chose à dire dessus, eh bien c'est calmé. C'est une nouvelle famille qui a acquis la maison, les Cromarty, qui eux ont souffert de la maison, mais pas pour les mêmes raisons que les Lutz. Eux, c'était pas à cause d'événements paranormaux, ils n'en avaient pas. En fait, au moment où eux ont acheté la maison, il y a eu une succession d'événements qui ont fait que la réputation de la maison d'Amityville a atteint des sommets. Sortie d'un livre qui raconte toute l'histoire, sortie d'un film, article de presse, les Warren qui font de plus en plus d'interviews. Donc la réputation grandissante fait que des curieux reviennent sur les lieux, et c'est uniquement ça qui dérange la famille Cromarty plus que des événements paranormaux. Eux, ils ne vivent absolument rien. Ils sont quand même restés dans la maison pendant un moment, une dizaine d'années je crois, et ensuite ils ont revendu la maison. Ils ont fait un joli bénéfice parce que la réputation de la maison avait grandement diminué en 10 ans forcément. Donc eux, ils l'avaient acheté de base à un prix pas super cher, et ils ont pu revendre la maison plus cher qu'ils ne l'avaient acheté, donc bénéfice intéressant. D'autres familles ont ensuite emménagé dans la maison, eux ont plutôt une vie assez tranquille. Il y a toujours eu quelques curieux ici et là qui se présentaient, mais rien à voir par rapport au pic de notoriété qu'a eu la maison. La maison n'est pas du tout un lieu touristique, c'est pas quelque chose qu'on peut visiter, mais j'ai une connaissance qui a eu la chance, un peu au culot lors d'un séjour aux États-Unis, de visiter la maison. Selon ce qu'elle m'a décrit, la maison était comme toutes les autres maisons, une maison tranquille. Si on ne connaît rien à l'histoire, jamais on se douterait qu'il s'est passé tant de choses dans cet endroit, et au culot, elle a toqué à la porte et elle a pu visiter, pas toute la maison, mais une partie. Et de ce qu'a dit la personne qui y vivait, elle n'a jamais vécu quoi que ce soit. Et c'est quelque chose d'assez surprenant, vous ne trouvez pas? Pourquoi il n'y aurait qu'une famille qui aurait vécu des événements étranges, mais les familles qui ont suivi, elles, n'ont rien vécu? Les Lutz l'expliquent d'une manière très simple. Ils disent que les entités qu'il y avait dans la maison les ont suivis. Mais à ce moment-là, pourquoi les Warren, quand ils sont venus dans la maison, affirment avoir aussi vécu des choses si les entités étaient parties avec les Lutz quand ils ont déménagé? C'est une question que je me pose, une question qui peut remettre d'ailleurs en perspective certaines choses, ce qui va m'amener sur la prochaine partie. Mais avant cela, j'aimerais vous parler de certaines choses que je n'ai pas encore dit, qui alimentent encore un peu ce récit de l'horreur d'Amityville. Des choses qui ont été partagées par Ed Warren, et qui vont me permettre d'ailleurs d'ouvrir le débat derrière. Ed Warren a dit, pendant une interview, il parle d'Amityville, qu'il y a eu un livre écrit par Jay Hanson sur l'horreur d'Amityville. C'est vrai. Et il y a ensuite eu un film adapté du livre. Ed Warren a dit que ce livre était en quelque sorte le premier livre paranormal de Jay Hanson. C'est vrai dans un sens. C'est le seul livre en fait qu'a écrit Jay Hanson, selon sa bibliographie que j'ai pu retrouver. C'est plutôt en fait un scénariste pour des films. Donc le livre qu'il a écrit n'est pas réellement un recueil de témoignages. C'est plus en fait une histoire romancée, même si ça raconte l'histoire des Lutz. Ed Warren a dit que, juste avant de finir le livre sur Amityville, Jay Hanson a été victime d'une crise cardiaque. Il y a survécu. Il a fini le livre, et ensuite, il a voulu apporter le manuscrit à, je sais pas comment ça s'appelle, une société, quelque chose comme ça, mais à quelqu'un qui allait ensuite taper vraiment le livre correctement à la machine. Et alors qu'il était sur la route, il attendait un feu rouge, et sa voiture s'est enfoncée dans le sol, dans le goudron. La seule chose qui restait, c'était le manuscrit sur le sol. Je sais, ça paraît un peu gros, mais attendez, on est encore dans la partie un peu paranormale. La personne qui a retapé le manuscrit était une femme, et une fois qu'elle a terminé de taper le manuscrit, de le mettre vraiment au propre, etc., chez elle, le soir même, son logement a pris feu. Elle a survécu, mais son logement a pris feu. L'auteur qui avait écrit le livre original, Jay Hanson, a voulu écrire un deuxième livre, qui a été censé s'appeler 666, titre assez évocateur, le chiffre du diable, sauf que il n'a pas pu le finir parce qu'il a fait une crise cardiaque qui cette fois-ci l'a tué. Ça semble un peu gros, non? Eh bien justement, tout ce qui est incohérence, choses difficiles à croire, c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette nouvelle partie où justement on sort de tout l'aspect paranormal pour expliquer plutôt la situation d'un point de vue rationnel et terre à terre. Les cas paranormaux sont très complexes parce que souvent pas pris au sérieux par la presse, qui reste généralement assez terre à terre, et ce cas d'Amityville ne déroge pas à la règle, c'est une affaire complexe. Surtout parce que Ed et Lorraine Warren ne sont pas très coopératifs. Dans l'interview principale que j'ai utilisée justement pour alimenter
certains points, Ed Warren disait que il a les preuves que le paranormal existe, mais il ne les présentera, enfin maintenant il peut plus parce qu'il est décédé, il disait qu'il ne les présenterait que si on lui montrait nos preuves pour dire que le paranormal n'existe pas. Sauf que pour moi c'est plus ambigu que ça. S'il montre ses preuves, on peut en débattre et expliquer et réagir par rapport à ça. Mais la seule preuve qu'on a que le paranormal n'existe pas, bah justement c'est le fait qu'on n'a pas de preuve que ça existe. Donc c'est un peu se renvoyer la balle dans tous les sens, et ça ne fait pas avancer le sujet. Est-ce que ça cache quelque chose? Peut-être. Je pose ça là, vous me direz ce que vous en pensez. Dans le cas d'Amityville, pour les Lutz, ceux qui ont vécu tous les événements paranormaux, chaque chose que eux-mêmes ont raconté, c'est réel. Par contre, chaque chose qui a été mise dans la presse ou dans le livre ne l'est pas forcément. Il y aurait eu beaucoup de citations erronées dans le cas de la presse, notamment pour vendre plus de journaux, pour mettre en avant le fait qu'il y a un cas de hantise, que ça intrigue, etc. Donc il y a un aspect vraiment opportuniste derrière. Et dans le cas du livre, il faut savoir que les Lutz ont raconté, de ce que j'ai trouvé comme information, encore une fois je le précise, une seule fois, leur histoire. Ils ont été enregistrés, mais ne voulant pas se replonger dans ce qui les ont traumatisés, ils n'ont raconté qu'une seule fois ce qu'il s'est passé, et ensuite l'auteur avait accès aux Warren, à des personnes qui sont venues ici et là pour alimenter son récit, mais les Lutz, eux, les principaux concernés, il ne les a vus qu'une fois pour faire l'enregistrement de leur témoignage. Donc, si jamais il avait une incompréhension vis-à-vis de quelque chose qu'ils ont vécu, il ne pouvait pas leur demander de réexpliquer les choses. Pour les Lutz, c'était catégorique, on le dit une fois, on ne veut pas à chaque fois retomber dans cette peur parce qu'on en reparle, donc il devait se débrouiller. Il est possible donc que l'auteur lui-même ait mal compris certaines choses qui ont été racontées, et même, rappelez-vous, cet homme était plutôt un scénariste de cinéma, donc lui, il ne voulait pas écrire un recueil de témoignages, juste écrire ce que les Lutz lui ont dit, il voulait qu'il y ait une trame. Et c'est pour ça que dans certains passages, il y a un accent qui est mis, alors que dans la réalité, c'était bref. Il y a aussi des moments qui ont été ajoutés. Par exemple, je ne sais plus dans quel moment de l'histoire, mais peu importe, un membre de la famille s'est blessé, il a été emmené à l'hôpital ensuite, c'est écrit de manière un peu dramatique apparemment, alors que dans les faits non, on lui a mis un pansement et c'était terminé. Donc il est possible que l'histoire qui a été partagée dans le livre, donc je présume, mais je ne suis pas sûr parce qu'il n'y a pas la source, que sur le site Mind Shadow, ce que j'ai utilisé pour raconter l'histoire des Lutz, ça reprend ce qui est écrit dans le livre. Parce que de toute manière, il n'y a que cette histoire qui est disponible. Il n'y a pas la version des Lutz, genre vraiment fait par fait ce qui s'est passé, et la version du livre qui est une version plus romancée. Il n'y a que la version du livre, les Lutz n'ont jamais dit eux-mêmes à la presse ou peu importe, voilà il s'est passé ça. Ils ont accompagné parfois les Warren pendant certaines interviews, mais il n'y a pas eu ce témoignage détaillé jour par jour de ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est assez compliqué de raconter réellement ce qui s'est passé dans le cas des Lutz. Pas dans le cas des DFO, parce que ça on le sait, il y a eu une enquête policière, on a des faits, c'est carré. Autre élément à prendre en compte, les Lutz ont touché de l'argent vis-à-vis des droits concernant leur histoire, afin d'en faire un livre et une adaptation en film. On pourrait se dire que la famille Lutz a créé tout cela pour des raisons financières, qu'ils savaient qu'il y avait une tragédie qui s'était produite dans la maison, la tragédie des DeFeo, et qu'ils ont décidé d'en tirer profit en créant toute cette histoire paranormale à partir de cette tragédie. C'est sûr que là on se met dans un cadre strictement objectif, c'est une très bonne histoire de se dire il y a des événements paranormaux dans une maison où il y a eu des meurtres. On pourrait y penser, mais là où on peut rester assez dubitatif sur cet argument, c'est que c'est assez difficile de se dire ce film-là va marcher ou ce livre va cartonner. Si on est sur une saga littéraire, je prends un exemple, les Harry Potter, ça cartonne énormément, le premier, le deuxième, le troisième cartonnent de fou, on peut présumer que le quatrième va marcher, etc. Pareil pour les films. Là, c'est un livre qui sort de nulle part, donc à tout moment, le livre sort et il tombe directement aux oubliettes, comme le film d'ailleurs. Donc, le motif de créer un canular pour raison financière, c'est quelque chose qui est assez difficilement envisageable. Bien qu'évidemment, on n'écarte pas totalement de la table. Selon les sources que j'ai pu trouver, les Lutz auraient quand même gagné avec toute cette histoire 300 000 $. Ce qui est une belle somme, vous en conviendrez. D'autres incohérences viennent alimenter justement la partie un peu sceptique sur le fait qu'on doute de tout ça. Et d'ailleurs, ces incohérences viennent alimenter la théorie de tout ça n'est qu'une supercherie, un énorme canular. Ces incohérences ont été révélées par un chercheur, Rick Moran, qui en fait a comparé des événements de l'histoire racontée à des événements réels. Il n'a pas comparé l'histoire des Lutz dans le livre et l'histoire des Lutz telle qu'elle a été témoignée, parce que ça on n'a pas ce témoignage. Il a comparé l'histoire des Lutz du livre, et le livre dit clairement que c'est une histoire vraie comme le film, mais il a comparé à des événements qui se sont produits en même temps. Et d'ailleurs, il n'a pas fait ça que vis-à-vis du roman, il a fait ça aussi vis-à-vis de choses qui ont été rajoutées par la suite, parce que après
la publication du livre, les Warren ou d'autres personnes ont ajouté du contenu entre guillemets, à cette histoire pour l'étayer. Tout ça pour alimenter justement le côté paranormal. Mais ce qui a été ajouté, en fait, ça s'est révélé être faux. Par exemple, dans le livre, on dit que la maison a été bâtie sur un ancien cimetière d'une tribu indienne et qu'en fait, ce serait peut-être les esprits des Indiens qui reviendraient se venger. Pourquoi pas, mais la tribu citée n'a jamais vécu dans la zone d'Amityville, historiquement parlant. Autre incohérence, je vous ai dit dans l'histoire des Lutz, quand je vous ai fait vraiment le récit paranormal, qu'un matin ils se sont réveillés et ils ont vu des empreintes de sabots dans la neige. Dans le livre, il y avait la date, donc le chercheur a fait le lien entre cette date et les conditions météo de la date en question. Il n'a pas neigé, et il n'y avait pas de neige. Il n'a pas neigé avant ou la nuit avant de voir les empreintes. Donc comment on peut voir des empreintes de sabots dans de la neige s'il n'y avait pas de neige? On ne peut pas. Dans le livre, et je vous l'ai dit, il y avait des dommages sur les portes, à certains endroits dans la maison, sauf que quand il y a eu des visites après pour acheter la maison était nickel. Et les Lutz n'avaient fait aucun travaux. Donc comment on peut dire qu'il y a eu des dommages alors que tout est nickel en fait à l'intérieur? Ça commence petit à petit à faire beaucoup. Dans le livre et dans le film, la police a été appelée plusieurs fois, sauf que, selon les rapports de police, leur registre, les Lutz, pendant les 28 jours où ils étaient dans la maison, n'ont pas appelé la police une seule fois. Et autre élément très troublant, là c'est pas une incohérence, c'est clairement un aveu. L'avocat en fait de Ronald DeFeo Jr., celui qui a tué toute sa famille, a dit qu'il a en fait organisé avec les Lutz toute l'histoire paranormale, pour une raison. Et cette raison, je la trouve très plausible. En fait, son but était de se servir lui-même, c'est-à-dire d'alimenter le fait qu'il y avait des démons dans la maison, etc., pour que lui, par rapport à l'affaire qu'il a fait concernant Ronald Jr., parce que lui, il disait que son client était possédé, et dire, regardez, les Lutz, eux, ont des événements paranormaux, c'est prouvé, donc mon client n'était pas en pleine possession de ses moyens quand il a commis son acte ignoble, il était possédé, et qu'en fait, ça renvoie cette balle-là. Et il a avoué qu'en fait, toute cette histoire d'événements paranormaux dans la maison d'Amityville a été créée pendant une soirée arrosée, avec les Lutz et lui. Il y a également quelque chose dans l'esprit populaire qui fait que ça a semé beaucoup de doutes. C'est que dans le film, on dit au début « histoire vraie ». Sauf que c'est faux. Vous avez déjà vu probablement des films d'horreur où on vous dit au début « inspiré de faits réels ». Inspiré de faits réels ne veut pas dire que l'histoire est vraie. Ça veut dire que ça s'inspire de quelque chose qui est vrai, mais qu'ensuite ça peut prendre une direction totalement fictive. Par exemple, je pourrais faire un film sur moi où je dis inspiré de faits réels, donc le personnage serait un youtubeur qui raconte des trucs d'horreur, et dans le film, à un moment donné, je deviens Batman. C'est de la fiction, mais inspiré de faits réels parce que mon personnage vient de quelque chose de réel. Et c'est une grande différence à faire entre ceci est une histoire vraie et ceci est inspiré de faits réels. Le mot inspiré est très important, et dans le cas du film d'Amityville, il y a eu justement erreur, il n'y avait pas la notion à sa sortie inspiré de faits réels, mais c'est un fait réel, ce qui évidemment a dupé beaucoup de monde. Bon, on a aussi l'intervention des Warren. Pour certains, le simple fait d'évoquer leur nom indique que l'affaire traitée est une affaire qui n'est rien d'autre qu'un canular. Je vais pas refaire toute l'histoire concernant les Warren, je vous redirigerai vers des vidéos à leur sujet où je vous ferai une compilation sur eux, mais il est vrai que dans certains cas, les Warren semblent avoir orchestré l'entièreté d'une affaire paranormale. C'est ce qu'a dit par exemple le frère de Debbie Glatzel dans la célèbre affaire du diable m'a poussé à le faire, qui a inspiré le film Conjuring 3, où Arne Johnson aurait tué un homme car il était sous l'emprise du diable. Toute l'histoire commence avec la possession d'un petit garçon, David, et le frère de Debbie Glatzel a dit que les Warren avaient abusé de la santé mentale fragile du petit David et qu'il avait promis à tout le monde qu'avec les droits de l'histoire, etc., tout le monde allait devenir très riche. De plus, beaucoup de leurs interventions ont une seule et unique source, les Warren eux-mêmes, comme c'est le cas pour la célèbre affaire de la poupée Annabelle. En tout cas, je n'ai trouvé aucun autre témoignage venant de ceux qui étaient vraiment concernés par l'affaire qui est ressorti à part ce que les Warren ont eux-mêmes dit. Et si dans le cas d'Amityville, on n'était pas un peu dans la même situation? Et si les Warren avaient été mis au courant de la supercherie organisée par les Lutz et l'avocat et ont voulu tirer une sorte de bénéfice vis-à-vis de l'affaire? Il y a des choses qui vont dans ce sens-là. Par exemple, la fameuse photo que je vous ai montrée où on pense que le petit garçon, l'entité qui est présentée ici, est en fait John DeFeo qui était mort au moment de la prise de la photo. Et bien cette photo, selon ce qu'a indiqué une personne présente pendant la fameuse visite où a été prise la photo, est fausse. Ce ne serait pas un démon ou le fantôme d'un petit garçon, ce serait simplement un des caméramans présents qui se relevait pour s'éloigner du champ de la photo, et il a été pris en photo justement au moment où il se levait, ce qui donne aussi ce petit effet de flou, et la lumière qu'on voit dans ses yeux, ce serait simplement le reflet du flash. Ce même caméraman a d'ailleurs dit que les visites des Warren étaient
fortement mises en scène pour qu'elles aient un aspect un peu spectaculaire, c'est-à-dire le fait que Lorraine se sente mal à l'aise, le fait que Ed tombe au sol car il est tenu par des entités, tout cela en fait ne serait que faux. Une mise en scène pour faire croire qu'il y a quelque chose dans la maison. Alors, on a eu énormément d'informations qui vont dans un sens, celui d'une affaire paranormale, et dans l'autre, celui où tout cela n'est qu'une supercherie. Mais selon moi, et uniquement selon moi, qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette affaire? Je pense très honnêtement qu'on a beaucoup trop d'éléments qui vont dans le sens de tout cela est faux. Pas de paranormal dans les lieux. Je m'explique. L'horreur d'Amityville a pour origine une tragédie, le massacre de la famille de Feo. C'est un fait et quelqu'un a été arrêté pour ça. Il a d'abord lui raconté que c'était des voix qui lui avaient soufflé dans la tête l'idée de tuer sa famille, qu'il avait été comme possédé par quelque chose. Mais cet homme a changé de version après. Il a dit qu'en fait c'était sa sœur, Dawn, qui avait tué toute sa famille et que c'était l'idée de la sœur, mais que lui, étant pris de remords, a tué juste sa sœur. Et donc, il a pris en gros les meurtres orchestrés par sa sœur sur le dos. Sauf que comme je l'ai dit, Ronald Jr. est décrit comme quelqu'un avec un passé trouble qui était souvent en conflit avec son père, et c'était quelqu'un qui avait des phases un peu particulières où il pouvait facilement s'énerver avec quelqu'un, violemment, très violemment, au point de se battre avec la personne, et que le lendemain, il allait regretter son geste et allait présenter ses excuses. Toutes ces informations m'amènent à penser qu'il n'y a pas eu de phrase démoniaque dans la tête de Ronald DeFeo Jr., mais plutôt un problème mental. Il a eu un moment d'extrême folie, une folie meurtrière qui a poussé Ronald Jr. à commettre l'irréparable. Aujourd'hui, par rapport à ce que les Lutz ont raconté et tous les événements paranormaux, il n'y a aucun témoignage des familles ayant vécu dans la maison après eux qui atteste qu'il y a bien eu quelque chose aussi de leur côté. Et pourtant, si on se réfère à ce que Ed Warren a pu dire, c'est pas parce qu'on fait une visite dans une maison qui est considérée comme hantée que automatiquement on va assister à quelque chose. Là, on a quand même des familles qui ont vécu pendant plusieurs années dans la maison et qui n'ont rien eu, ce qui est assez étrange. Si on se plonge juste sur la famille Lutz, on peut se dire par rapport à ce qu'ils témoignent que ce qu'ils ont vécu est vrai. Et encore aujourd'hui, notamment un des enfants de la famille atteste que ce qu'il a vécu est vrai et il ne cherche pas à convaincre qui que ce soit de la véracité de ce qu'il dit. Je me dis une chose, c'est que si cette personne-là était enfant au moment des faits, ou jeune adolescent, il est possible que ses parents l'ont préservé de la supercherie et qu'il n'était pas au courant de la machination qui était en cours. Peut-être que lui a vécu les choses comme des événements paranormaux alors qu'en fait tout était orchestré par les parents. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui encore, si ses parents ne lui ont jamais révélé la vérité, qu'il croit à tout cela dur comme fer. Et même s'il est au courant de la vérité, peut-être qu'il ne veut pas l'avouer pour ne pas entacher la réputation de sa famille. C'est quelque chose à prendre en compte également. Et je ne dis pas que c'est forcément quelque chose de vrai ce que je dis là ici. C'est juste une théorie. La vidéo n'a pas pour but de discréditer qui que ce soit, elle vous apporte juste toutes les informations pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui beaucoup de personnes en lien avec toute cette affaire sont soit décédés comme les Warren par exemple, ou alors se tiennent à l'écart des médias et ont décidé de ne plus en parler. Qui sait, peut-être qu'on aura d'autres révélations dans le futur. À ce jour, c'est encore libre à chacun de se dire si on croit à tout ce qui s'est passé dans la maison ou pas. Je parle bien de l'histoire des Lutz, parce que la tragédie qui a touché les deux Feo, elle, est une tragédie bien réelle. Et voilà les amis, on en a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, j'ai adoré vous la présenter. J'adore présenter des cas paranormaux avec justement en face tous les arguments qui montrent pourquoi ce cas pourrait être faux. Évidemment, dans cette vidéo, même si parfois ça peut en donner l'impression, je ne prends pas parti sur le fait que c'est réel ou pas. Évidemment, j'ai mon avis personnel qui ne doit nullement vous influencer vous. Vous êtes libre de vous dire ce que vous voulez vis-à-vis de toute cette histoire. Je le répète encore une fois, tout ce que je présente dans la vidéo n'a pas pour but de discréditer qui que ce soit. Si les Lutz pensent que effectivement ils ont eu des événements paranormaux, ils ont eu des événements paranormaux. Il n'y a pas de remise en cause de leurs paroles, je présente juste des éléments qui peuvent vous amener vous à réfléchir et à vous positionner sur une voie ou sur une autre. C'est plus simple de contredire tout ce qu'il se passe de paranormal, parce qu'on a des arguments concrets, alors que malheureusement, du point de vue paranormal, on n'a pas de vidéo, on n'a pas forcément de photos, c'est plus complexe de le prouver les choses, et comme le disait Ed Warren, il ne voulait pas présenter ses preuves, alors qu'il affirmait les avoir, si en face on ne présentait pas des preuves du contraire, et c'est quelque chose qui je trouve sont
totalement incompatibles. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez peut-être appris des choses. En tout cas, cette vidéo était bien sûr à seul but de divertissement. N'hésitez pas à dire, vous, si vous avez des informations supplémentaires, à les ajouter en commentaire. J'espère ne pas avoir fait d'erreur vis-à-vis de tout ce que j'ai raconté. En tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous laisse également laisser un j'aime si la vidéo vous a plu. Sachez que c'est très important et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez. Je vous affiche également mon Instagram, juste ici à KenTV, si vous souhaitez me rejoindre là-bas, me faire des suggestions pour des vidéos futures de ce type-là, en documentaire un petit peu. C'est avec plaisir que j'irai voir tout ça ou pour me partager une histoire qui vous est arrivée à vous. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!